Donc j'étais sur les mercenaires. Ah oui, effectivement, vous pouvez aussi engager des mercenaires, mais les mercenaires sont pas sans poser un certain nombre de difficultés. C'est ce qui est exposé au chapitre 12 et 13, mais je vous les ai pas donnés à lire, hein. Je vous les résume rapidement. Bah, si vous voulez les lire, vous pouvez les lire, hein, mais je revérifie. Lettre à des Ouais, c'est les chapitres 12, critique de l'idée, mais vous les avez, hein, je les note pas parce que vous avez votre livre. Chapitre 12, critique de l'idée de troupes mercenaires au profit de la milice, populaire, pardon. Chapitre 13, mise en garde contre les troupes auxiliaires, c'est-à-dire obtenues par des alliances, nécessité pour le prince de se préparer sans cesse à la guerre. Ce qu'il explique brièvement, enfin pour faire bref, ce qu'il explique que les mercenaires, mais déjà il faut les payer, ça coûte cher. Si le pape doit pratiquer le commerce des indulgents, c'est parce qu'il est en guerre et que la guerre coûte cher et que les mercenaires, si vous arrêtez de les payer, bah, c'est bien simple, ils vous livrent à l'ennemi. On a des cas dans l'histoire comme ça de mercenaires qui n'ont pas été payés. Bon, bah, le lendemain, la personne était livrée à l'ennemi. Que d'autre part, ce sont des gens dont c'est le métier de faire la guerre, donc leur intérêt, puisqu'ils sont payés pour ça, c'est que la guerre dure le plus longtemps possible. Qui n'a rien à voir avec, mettons un militaire français qui va sur une zone de conflit et qui n'a qu'une seule envie, c'est que la guerre se termine pour pouvoir rentrer auprès de ses proches. Que le Que se passe-t-il si l'ennemi paye plus que vous ou davantage que vous les mercenaires? Bah, les mercenaires vont se retourner contre vous. Il y a aucune stabilité, alors que le soldat français ou le soldat allemand ou tout ce que vous voulez, c'est pas une question d'argent. Et puis qu'enfin, quand même, si les mercenaires sont suffisamment forts pour vous défendre contre des armées, en face, rien ne garantit que le mercenaire ne vienne pas, vous renverser vous-même puisque de toute façon, vous avez pas d'armée pour vous défendre. Donc en fait, Machiavel veut un État-nation pour l'Italie, pour que l'Italie puisse avoir une armée qui soit capable de la défendre, puisque je vous rappelle que toute l'Europe est en train de se battre sur le sol italien et que économiquement, quand il y a une guerre, c'est jamais très bon. Bon, à l'inverse, les pays avec État donc ont une armée, mais ça génère moins de profits et si l'État centralise absolument tout, il y a plus de richesse économique. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'URSS. Alors oui, l'URSS avait une police puissante, une armée puissante et personne n'aurait songé à attaquer l'URSS, c'est bien pour ça qu'il y a eu la guerre froide. Mais comme l'État était totalitaire et prenait en charge tous les aspects de toute la vie des individus, il n'y avait plus aucune liberté économique et donc bah, les gens n'avaient plus rien à manger et à la fin, les gens en étaient à brûler des billets de banque plutôt que du charbon ou du bois parce que le billet de banque valait encore moins puisqu'il était redevenu ce qu'il était, à savoir un simple bout de papier sans aucune valeur.
Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre, le 0 État où, bah, on développe un commerce très fort, mais par conséquent, il y a pas de service public, donc pas d'armée. Si je peux me permettre, souvenez-vous des cours de début d'année aussi où je vous disais, bah, il y a pas de police non plus à Athènes, donc on se fie à la bonne volonté des citoyens, pour dénoncer les gens, avec les sycophantes qu'on payait pour, à la fin, qu'on payait pour aller dénoncer des gens de manière purement gratuite. Et puis de l'autre côté, le 100 État où vous avez certes une armée très forte, mais vous n'avez plus aucune liberté économique. Mais en tout cas, Machiavel voudrait, une unité de la nation italienne et s'il en veut autant au pape, c'est parce que le pape est en plein milieu de l'Italie et que sans le pape, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il essaye de se faire lire par les Médicis qui sont quand même alliés avec le pape, en espérant que le pape entende un peu, son discours et qu'il essaye de se faire lire par le pape et qu'à la fin, il est désabusé complètement par le comportement du pape, hein, parce que sans le pape, on ne fait rien. C'est bon pour, ce point? Oui? Oui. Ouais, c'est bon. On va passer donc du coup à un autre cours dont je vous mets le titre et le plan. Non! Si, si, mais il faut que j'ai Fortune et Virtus, c'est des concepts de Machiavel. Simplement, j'ai fini la présentation générale. Moi, je serais vous, je me ferais un gros dossier Machiavel et je mettrais des têtes de chapitre. Je mettrais d'abord présentation générale où il y avait pas de plan puisque, c'était un déroulé, chronologique. Mais bon, après, vous pouvez mettre grand 1 et puis du coup grand 2, Fortuna et Virtus. Petit point avant de donner le plan. Petit point avant de donner le plan. Donc une des raisons pour lesquelles, Machiavel n'a pas été très bien compris ou a fait scandale, je l'ai dit dans la présentation générale, c'est parce que il présente un souverain idéal qui est à l'opposé de la conception qu'à l'époque on pouvait avoir du souverain. Où, tout le monde dans l'opinion pensait que le souverain devait être quelqu'un d'extrêmement moral et cetera et que Machiavel dit: «Bah, non». Et parce qu'il emploie en permanence ces termes que je n'ai pas traduits. Volontairement, j'ai laissé les termes latins pour qu'on les distingue quand même, de ce qu'on entend en philosophie morale par fortune et par vertu. Est-ce que ce sont en fait des termes de philosophie morale qui ont un sens qu'on va voir en philosophie morale et qu'il a complètement décalé pour en faire un usage, non pas moral mais politique et donc il en a changé le sens. Donc du coup, on va d'abord voir
au sens moral ou au sens antique, comme vous voulez. D'abord, la fortune, 2, la vertu, et puis après, on fera B au sens de Machiavel. Deux. Vous me dites quand je peux y aller? D'abord la fortune. Fortuna, c'est d'abord au sens premier une déesse qui est la déesse du hasard. Chez les Grecs, c'est vraiment la déesse du bon ou du mauvais hasard. Chez les Romains, elle est un peu plus la déesse du hasard qui est heureux, mais en tout cas, c'est le hasard. C'est une déesse qui est très importante dans le panthéon grec parce que dans la plupart des mythes, encore une fois, je dis la plupart parce qu'il y a tellement de versions que voilà, elle est présentée comme la nourrice qui a sauvé Zeus de Cronos qui mangeait ses enfants. Ça, j'en avais déjà parlé, j'espère que vous en souvenez, du titan Cronos à qui on avait prédit que un de ses enfants allait le renverser, allait prendre le pouvoir à sa place et qui, du coup, pour éviter ça, mangeait tous ses enfants. Et un jour, la nourrice, elle en a eu marre et elle a pris le bébé, elle l'avait remplacé par une grosse pierre et Cronos, il a mangé la grosse pierre, il a cru qu'il avait mangé son bébé et puis en fait, le bébé, c'était Zeus et Zeus va lancer la titanomachie et chasser les titans de l'Olympe. Donc c'est une déesse qui est importante quand même. Elle symbolise le hasard, c'est l'idée c'est qu'il y a un destin, une marche du monde auquel personne ne peut se soustraire. Les Grecs ou les Romains sont ce qu'on appelle fatalistes, hein, c'est-à-dire que pour eux, il existe un destin, ce destin est inéluctable. On peut le lire dans les oracles, dans les vols des oiseaux, dans certains signes de la nature. Mais on ne peut jamais vraiment y échapper, si ce n'est évidemment, non, on ne peut pas y échapper parce que même les dieux sont soumis à ce fameux destin. Pensez à Oedipe. Oedipe, c'est quand même l'histoire d'un homme où à chaque fois que qu'un des personnages, que ce soit ses parents biologiques ou lui-même, essaye d'échapper à son destin, il ne fait que le reprécipiter un peu plus.
Donc vraiment, hein, il y a une marche du monde. Il y a un cours nécessaire des événements auxquels on ne peut pas s'opposer, qu'il faut apprendre à accepter parce qu'on ne peut pas s'y soustraire. C'est bon? Ah, 6 derniers points quand même pour votre culture. Heu, Cette déesse, elle est souvent représentée avec un gouvernail et les yeux bandés, à manière de dire que, non, c'est plutôt elle le destin. Donc manière de dire, hein, que le cours des événements est aveugle, elle dirige une espèce de gouvernail, mais elle a les yeux bandés, donc elle est aveugle, elle frappe au hasard et elle est très, très en vogue à Rome parce que les Romains attribuent, comme il y a une marche du monde, l'essor et la grandeur de Rome à, un effet de la fortune. Et on a plein de textes, hein, d'auteurs romains, d'historiens romains, hein, qui disent: «Oui, c'est la fortune qui a favorisé, Rome et qui fait que c'est pour ça qu'on domine, le monde méditerranéen». Donc la vertu. Donc la vertu, sur le coup, c'est une notion morale, majeure et je rappelle que vous avez la morale au programme. Si jamais vous avez un sujet qui porte sur la morale, pensez à cette partie du cours. La vertu, ça vient du latin vir, qui signifie la force et qui donnera le français virilité. Heu, En grec, ça se dit arrêté, qu'on traduira plutôt par excellence que par vertu. Je fais un petit point, conseil fallback, sait-on jamais. Si vous tombez sur un texte, par exemple, d'Aristote, qui porte sur la morale, les traducteurs, je pense, pour éviter un effet de répétition et honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec ce choix. Aristote se répète, répétons-le. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai traduit Aristote. Heu, ils traduisent indistinctement le mot de arrêtait par vertu, par excellence. Ayez en tête, hein, que c'est strictement la même chose, il y a qu'un seul mot derrière, c'est le mot d'arrêtait, le mot d'excellence. Cherchez pas à faire une distinction entre une vertu d'un côté, une excellence de l'autre, c'est strictement pareil. Bref, l'encart étant passé,
La vertu d'une chose ou l'excellence d'une chose, ça désigne ce qui réalise l'excellence de sa nature. Ce qui réalise l'excellence de sa nature. Et ici, nature, il faut le prendre que je suis toujours là, oui, c'est bon. Nature, il faut le prendre au sens de ce pourquoi une chose est faite. J'ai perdu le chat. Heu, donc je vais prendre un exemple, 2 exemples classiques qui remontent à pour le coup, à Platon. La nature d'un œil, c'est de voir, un œil est fait pour voir, donc un œil vertueux, un œil qui réalise l'excellence de sa nature, c'est un œil qui voit bien. L'autre exemple, c'est l'exemple du cheval de course. Le cheval de course est fait pour courir vite, donc un cheval vertueux ou un cheval excellent, c'est un cheval qui court bien et qui court vite. C'est bon pour, ce que c'est que la vertu? Oui, Merci. Si, mais on y vient, on y vient, Cléo. Le fait est, c'est que là où c'est facile pour le cheval de course, pour l'œil ou je sais pas, pour un stylo, je vous renvoie au cours de début d'année nature culture. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait l'excellence de l'homme? Qu'est-ce qui réalise complètement la nature, d'un être humain? Et ça, c'est surdéterminé culturellement. C'est quelque chose qui va varier en fonction des sociétés. Par exemple, les Romains avaient un culte, et là je parle des peuples, hein, je parle pas de la philosophie. Les Romains avaient un culte de la force, là où aujourd'hui, on aurait plutôt tendance socialement à dire que quelqu'un qui a réussi, qui accomplit son destin d'homme, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça donc les philosophes, très tôt, vont s'emparer de la notion de vertu, de la question de l'excellence humaine pour la soustraire au relativisme culturel. Parce que par-delà les cultures, toujours cette idée qu'il y a une humanité. Et ils vont faire résider l'existence, la vertu, l'excellence humaine dans la morale.
Donc ce que tu disais un peu, Cléo, au début, c'est-à-dire qu'un homme vertueux, c'est un être humain qui possède ce qu'on appelle les 4 vertus cardinales. La première d'entre elles, c'est la Sophia, la connaissance. En 3D, souvent Sophia par sagesse, on dit la philosophie c'est l'amour de la sagesse. En réalité, c'est assez faux parce que la Sophia dessine initialement, hein, le sophos, c'est le savant, c'est celui qui sait. En deuxième lieu, qui est pareillement extrêmement mal traduite, ce qu'on appelle la phronésis, qu'on traduit par prudence. C'est mal traduit parce que prudence aujourd'hui, ça sous-entend quelqu'un qui temporise beaucoup, qui se précipite pas dans l'action. En réalité, ça désigne la capacité à saisir le moment opportun pour agir, ce qu'on appelle en grec le kairos. Sophia, c'est la connaissance, le savoir. Non, je disais que parfois on traduisait le sophia de philosophie par sagesse qui était pas correct. Le saisir le moment opportun pour agir. Donc c'est essentiellement une vertu qui est liée à l'action. Et enfin, vous avez la sophrosune qui désigne la tempérance. La tempérance, j'explique, Clara. La tempérance, c'est la capacité à agir de façon modérée, comme dans tempérance, comme dans un climat qui est tempéré, c'est-à-dire que vous ne tombez pas dans les excès. Le courage, par exemple, c'est un intermédiaire entre la lâcheté et la témérité. Quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne fuit pas le danger, mais c'est pas non plus quelqu'un qui se précipite dans des dangers, trop grands. La tempérance, c'est la capacité, par exemple, à ne pas entrer dans des très grandes colères, mais ne pas non plus vous laisser, écraser par les autres.
Non, le kairos, c'est comme ça qu'on appelle le moment opportun. La première, c'est la sophia, la deuxième, c'est la phronésis et la troisième, c'est la tempérance. Non, le kairos, c'est la capacité à saisir le bon moment pour agir. Et enfin, la dikaiosune, qu'on traduit par justice, mais là, pareil, la traduction est quand même pas super juste. Et la dikaiosune, c'est la vertu qui est condition de toutes les autres vertus. J'avais fait un schéma pour les L, je sais pas si je peux le retrouver. Heu, en l'occurrence, je le retrouve pas, mais on doit pouvoir retrouver ça dans leur chat. C'est-à-dire que, les conditions de toutes les autres vertus, alors la justice, c'est mal traduit parce que c'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui par justice. Ça désigne la capacité à ne pas mélanger les ordres. C'est-à-dire que, la sophia, c'est la sophia, elle est bien distincte de la phronésis, elle est bien distincte de la tempérance. C'est la liste des vertus, qui réalisent l'excellence de l'homme. C'est-à-dire qu'on considère, hein, dans toute la tradition de la philosophie morale, qu'un homme excellent, qu'un homme vertueux, c'est un homme qui est parfaitement savant, parfaitement prudent, même si le terme est très mal choisi, qui est parfaitement tempéré et qui est parfaitement juste. Et en fait, tous les systèmes, politiques, idéalistes, et cetera, Platon et tous les autres, cherchent des systèmes politiques qui soient capables, qui soient eux-mêmes suffisamment justes pour faire advenir des citoyens qui soient tous vertueux, c'est-à-dire parfaitement savants, parfaitement prudents, parfaitement tempérants et parfaitement justes. Et Machiavel va dire: «Mais ça peut pas marcher parce que les hommes, ils sont pas comme ça». Pour gouverner efficacement, sa phrase, je le cite, c'est: «Il faut supposer les hommes méchants».
C'est-à-dire que, je pense que vous me l'accorderez quand même, individuellement, on peut essayer de tendre vers ce modèle d'homme vertueux, mais ça paraît difficile. Et puis, quand bien même certains hommes, arriveraient à ce niveau d'excellence morale, je crois qu'il faut convenir avec Machiavel que ces gens-là seraient rares. Sinon, comme j'ai dit au L, il est peu probable que Cyril Hanouna aurait été, en tête des audiences. Donc le réalisme de Machiavel, c'est de partir de la réalité effective de la chose, comme il le dit au chapitre 15. À savoir que les êtres humains et après on peut lui contester, hein, vous pouvez tout à fait partir d'un constat rousseauiste ou tout ce que vous voulez, mais c'est partir de l'idée que les êtres humains, ils sont plutôt guidés par des passions, par l'égoïsme et que si tous les systèmes, idéalistes de philosophie ne peuvent pas fonctionner, c'est parce qu'ils partent d'une idée de nature humaine qui n'est pas la bonne. Donc par conséquent, il va décaler cette notion de vertu, il va la sortir du champ moral pour en faire un usage politique, ce qui n'est pas du tout pareil, mais ce qui a été source de confusion. Donc on passe au sens de Machiavel et je commence par la vertu cette fois, la virtu, parce qu'il me semble, mais après je peux me tromper, qu'on comprend mieux l'imbrication des 2 concepts, quand on fait dans ce sens-là que l'autre. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, comme ça on s'arrête, on reprend sur un truc qui est net, à savoir, là où il retouchait Machiavel. Ça m'évite de me perdre. Bon, et donc pas de questions, du coup je vous dis à jeudi. De toute façon honnêtement, ouais, c'est le chapitre 25. Mais c'est le destin, mais sauf qu'on verra que chez Machiavel, c'est pas aussi implacable parce que la vertu, elle vient jouer un rôle. Et joyeux anniversaire à Héloïse.